Bienvenue à la Friche, la Belle de Mai. Merci d'être si nombreux en présentiel, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi en ligne. Nous, je suis Alban Corbier-Labasse, directeur de ce lieu, et très heureux de vous accueillir ici ce soir, et surtout d'accueillir un projet avec deux institutions, deux structures, en tout cas avec qui on travaille beaucoup, en tout cas avec qui on dialogue beaucoup, le campus AFD, qui est un partenaire de la Friche depuis au moins 3 ans. Nous avons fait plusieurs rendez-vous ensemble, et puis les éditions Wild Project qui se présenteront mieux que je ne le ferai, mais avec qui en tout cas on a un dialogue fécond et nourri depuis aussi quelques années, même si on n'arrive pas encore à faire des choses. Mais je pense que ça va arriver, parce que la Friche est engagée depuis quelques temps, et notamment depuis l'année dernière, sur un projet de redirection écologique qu'elle porte avec un consortium au niveau national de redirection écologique des établissements culturels. Donc voir comment on accompagne aujourd'hui le secteur culturel à effectuer sa transition, ou en tout cas ses transitions, à la fois dans le champ social, mais surtout à l'aune du régime climatique qui nous attend. Et donc pour nous, c'est vraiment une joie et un bonheur de voir cette initiative proposée par le campus et Wild Project, c'est-à-dire comment on contribue collectivement à faire évoluer les imaginaires, à faire évoluer les perceptions de ces questions qui sont aujourd'hui présentes dans tous les moments de notre vie, qui traversent largement les débats qui nous occupent, mais on ne sait pas encore parfois très bien comment attraper tout ça. Et je pense qu'avec ce petit manuel j'allais dire pas d'autodéfense, mais en tout cas de conduite, de comment s'orienter, hein, comme dirait David Holmgren dans les mois à venir, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses à vos côtés. On vous remercie, en tout cas, merci de faire cette l'inauguration de ce cycle à la Friche. Vous êtes au bon endroit et on est très heureux de vous avoir. Merci Alban. Merci beaucoup Alban. On est au bon endroit et on est très heureux de ce partenariat avec la Friche depuis effectivement un petit moment maintenant, qui a beaucoup de sens, puisqu'on est assez alignés sur les manières de travailler et l'urgence de transformer. Et donc, on est au campus, donc je suis Sarah Marniès, je dirige le campus de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est cette institution publique qui est en charge de mettre en œuvre l'aide publique au développement. Et son campus est en charge de la formation de nos partenaires et de nos clients et de nos collègues. Et donc on est depuis quelques années maintenant sur une transformation de la vision de la formation, en se posant la question de qu'est-ce que ça veut dire former aujourd'hui dans ce moment si particulier où on n'a pas le choix, où il faut transformer nos manières de vivre, d'habiter le monde. Et on est vraiment convaincus, comme probablement vous tous ici, que c'est une question avant tout d'humain, d'imaginaire, de croyance, de manière de voir et de penser. Et évidemment, transformer, c'est déjà questionner nos manières de penser, nos manières de comprendre. Et comment mieux questionner que d'abord en mêlant les disciplines, parce que sortir de nos visions, c'est mêler les disciplines déjà
par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et puis, c'est discuter, échanger, dialoguer, écouter les pensées d'ailleurs. Donc voilà, on est dans cette réinvention de nos manières de penser. Et on est très heureux, évidemment, d'avoir White Project avec nous sur ce sujet de l'écologie qui est fondamental et qui est travailler de cette manière comme un vrai projet de transformation. Ils vont vous l'expliquer mieux que moi, mais là, l'écologie est vraiment conçue comme une révolution philosophique, une manière de voir, de comprendre, d'agir. Donc c'était tout naturel pour nous de travailler ensemble et de réfléchir à ce parcours qui, on va vous l'expliquer, va s'étendre sur cette année. Donc je remercie évidemment l'équipe qui a travaillé sur ce parcours. Stéphanie, Alexandre, Pachou qui sont là, Sarah. Merci beaucoup d'avoir travaillé avec Baptiste, Georgia sur la construction de ce parcours. Merci à vous d'être là pour ce lancement. Et merci à tous ceux qui sont en ligne. On a vu qu'il y en avait déjà 150 avec une origine très mondiale, puisqu'on a des Malgaches, on a des Nigériens, on a déjà beaucoup de nos partenaires en ligne. Donc merci à vous tous d'être là. Et puis on espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir et vous transformer tout au long de cette année grâce à ce projet. Merci à tous et je passe la parole à Baptiste. Merci Sarah. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais dire un mot de plus sur les éditions White Project. Pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas encore. Donc, on est une des premières maisons d'édition en France à se spécialiser en écologie, créée en 2008, en même temps que quelques autres maisons d'édition comme Dehors, Le Passager clandestin, Rue de l'Échiquier. Et on a contribué depuis 15 ans en partie à remplir le rayon écologie des librairies, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques militantes aussi. Donc, quand la maison d'édition a été créée en 2008, on avait un peu l'impression que l'écologie était une niche. Mais effectivement, comme disait Sarah, nous, on l'aborde comme un projet de société, des projets de société, une révolution cosmologique, on aime bien dire aussi. Et donc, c'est une maison d'édition qui a contribué à acclimater les pensées de l'écologie en France depuis 15 ans et également à développer les humanités écologiques francophones aussi. Donc aujourd'hui, on se tourne effectivement vers un projet qui est lié à un autre type de diffusion, qui est une école. Donc Baptiste va vous en parler en plus de détails. Alors effectivement, comme disait Georgia, pendant une grosse dizaine d'années, on a construit cette bibliographie en écologie qui a beaucoup nourri les universités par exemple et d'autres lieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment vers 2019-2020 où on s'est dit que ça ne pouvait pas être notre destin à jamais de remplir des bibliothèques universitaires et qu'il fallait maintenant... il fallait transformer la mise, transformer ça en changement social. D'une part, il y avait cette envie-là. Et puis d'autre part, on s'est retrouvé embarqué dans un truc où moi j'ai un tempérament d'impresario et puis la maison d'édition, elle est là pour valoriser les auteurs. De toute façon, on a voulu faire une espèce de grand livre blanc de l'enseignement de l'écologie à la fac pour valoriser cette scène des pensées de l'écologie qui nous semblait immense vu qu'on était dedans et ces fameux effets de bulle, vous savez. Et donc, on a fait une grande enquête pendant 3 ans avec le Centre des politiques de la Terre à Sciences Po et qui nous a conduits dans différentes facs, labos, centres de recherche pour voir qu'est-ce qui se passait. Et on a appris plein de trucs, notamment qu'en fait, on était dans une bulle. Ça, c'était une grande nouvelle. Et que donc, l'écologie bougeait quelques lignes dans quelques endroits, dans quelques interstices, mais que globalement... L'enseignement supérieur, il était surtout fait pour 95% des sciences dures, 5% des sciences sociales, et puis essentiellement faire du brevet, faire de l'excellence, des dossiers européens, et faire tourner la machine industrielle qui fait de la science pour évaluer les ressources et les risques. En très gros, je vous le résume.
et que donc l'écologie était loin d'avoir renversé la donne, mais il se passait quand même des choses. Et à l'issue de cette enquête qui a donné lieu à une exposition qui a été d'ailleurs montrée à l'AFD notamment, et qui va donner lieu à un livre qui sort en avril qui s'appellera « Qui enseigne l'écologie ?» À l'issue de ce travail-là, où on était un peu sorti de notre rôle d'éditeur déjà, on a vraiment eu tout d'un coup envie de nous aussi devenir une force de proposition pédagogique, de nous penser comme une petite faculté, une petite université. Après, toutes les maisons d'édition, elles font du matin au soir du travail pédagogique avec les auteurs, avec les journalistes. Donc on s'est dit qu'en fait on était déjà un lieu d'apprentissage. Nous-mêmes, on y apprend beaucoup, on ne cesse d'apprendre entre nous au bureau tous les jours dans nos conversations. Et donc on a eu ce projet de devenir une école, c'est comme ça que c'est né. C'est là que je m'arrête et tu enchaînes. Hein. Ouais, non ? Ah oui, rapport Jouzel. Et donc, pendant qu'on faisait cette enquête, merci, pendant qu'on faisait cette enquête, on a été les témoins directs. C'était notre objet d'enquête qui évoluait au fur et à mesure. Peut-être certains d'entre vous le savent, on espère qu'il y ait pas mal d'enseignants aussi dans la salle. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on imagine, enfin, on avait orienté l'événement pour qu'il intéresse aussi des enseignants. Vous savez peut-être que depuis 2022, le gouvernement, le ministère de l'Enseignement supérieur a rendu obligatoire l'enseignement de l'écologie, plus précisément de la transition écologique, à l'université pour tous les élèves de licence en deuxième semestre de deuxième année, L2, S4. Et donc c'est obligatoire, l'obligation est effective à partir de septembre 2025, donc là ça y est, cette année qui s'ouvre là, et l'année, c'est historique, dans laquelle, voilà, la première année dans laquelle en France et partout ailleurs dans le monde, ces dynamiques sont observables aussi, l'écologie devient un enseignement officiel. Et donc on a fait une petite étude en équipe. Parce qu'on voulait savoir, en fait, qu'est-ce que ça allait être, cet enseignement obligatoire à la transition écologique. On a vu qu'il y a déjà une quinzaine d'universités qui ont mis en place cet enseignement sur les, je crois qu'il y a à peu près 75 universités en France, donc c'est un petit échantillon encore. On a vu qu'il y avait des choses intéressantes, qu'il y avait des choses qui croisaient sciences naturelles et sciences humaines, mais qui avait quand même le discours hégémonique était tourné autour du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Des DRS, voilà, comme on dit dans le jargon. Et donc on a vu que c'était une sorte d'écologie. Souvent on dit vert clair, c'est-à-dire que c'était une sorte d'écologie technocratique. C'était l'écologie du gouvernement, très centrée sur une vision particulière. Par exemple, de la transition énergétique où le climat, le changement climatique était au centre de la diagnostic. Donc, c'était le problème à régler. Donc, la solution, c'était la décarbonation. Et donc, plus de DRS, effectivement. Et donc, avoir ce discours hégémonique qui s'impose, c'était un peu déstabilisant pour nous parce que ça fait un petit moment, comme on a dit, qu'on s'intéresse à l'enseignement de l'écologie, comment ça se passe à l'université et ailleurs. Et donc, on voit arriver cette sorte de bulldozer développement durable qu'on a donc voulu questionner. Et ça nous a interpellés sur quel serait pour nous l'enseignement idéal de l'écologie. Et c'est à ce moment-là que l'AFD est venu vers nous en nous demandant un parcours de formation sur les pensées de l'écologie. C'était à peu près dans ces termes, je crois, au départ. Et donc, on a répondu à cette proposition en faisant comme... la réponse qu'on a faite à l'AFD était de dire, tiens, et si on faisait nous aussi une UE, une unité d'enseignement à la transition écologique, comme le gouvernement maintenant l'impose, mais en le faisant à notre sauce, vraiment à notre sauce, c'est-à-dire en mobilisant les pensées de l'écologie pour questionner cette notion de transition écologique, son histoire. Alors, je ne vais pas faire tout le cours parce qu'il dure 20 heures, hein. 10 épisodes de 1h30, 2 heures. Mais en gros, questionner cette notion de transition écologique, raconter son histoire, en faire la critique, et surtout interroger, et quand on dit transition, c'est d'un point A à un point B,
quel est le point A, quel est le diagnostic de notre situation actuelle, et quel est le point B, quel est le type d'organisation socio-technique, économique vers laquelle on veut aller. Et donc le cours sera structuré comme ça. Il y a les 2 premiers cours sont sur vraiment l'histoire de la notion de transition écologique, et ensuite il y a un premier semestre qui est en résumé, qui va être sur l'élaboration du diagnostic. Donc en gros, ça va être est-ce que c'est vraiment le climat, ou est-ce que c'est un peu plus large et même plutôt la 6e extinction que le climat, pour faire très 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 vite. Et des questions sociales et cosmologiques aussi, et de développement strict, parce que c'est un thème qui nous intéresse beaucoup, le post-développement. Et le 2e semestre sera consacré à celui de l'horizon, vers où on va. Et donc, voilà, je ne vais pas développer ça ici, mais en gros, c'est ça le principe du cours de l'année. Et alors, il reste encore 4 jours, c'est ça qu'il faut que je dise, hein. Il reste encore 4 jours pour s'inscrire, pour ceux qui veulent faire la formation dans son ensemble, avec la certification, on a reçu une centaine de candidatures, on va en sélectionner 15, mais il y a encore 4-5 jours pour s'inscrire, ça c'est le truc que je devais dire. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que chacune des sessions qui aura lieu au bâtiment du campus AFD dans les docks à Marseille sera aussi retransmise en live. Et donc, si vous voulez faire uniquement la session 4 ou la session 8 ou la session 6, vous pourrez. Tout le programme est là dans cette petite plaquette qui était à l'entrée. Voilà. Et le cours s'appelle « Vers les sociétés écologiques de demain ». Donc. Et on pourra les regarder en différé. Et on pourra même les regarder en différé, tout à fait, en plus. Donc, je pense que pour notre introduction, on est bon. Merci. Et donc, alors, pour lancer cette soirée, plutôt que de vous faire un résumé du cours, ce qui paraissait très fastidieux pour nous et pour vous, on avait plutôt envie de partager avec vous une question qui nous taraude au quotidien dans nos bureaux, quand on travaille, quand on fait ce qu'on fait, quand on publie nos livres, dans l'invention de cette école qu'on voudrait devenir. C'est effectivement, c'est une question qu'on résume souvent avec la phrase « Comment enseigner quelque chose à quoi on n'a pas été formé soi-même » Parce que ce bataillon d'enseignants à qui on demande aujourd'hui d'enseigner la transition écologique, est-ce que vous pensez que ce sont des profs d'écologie ou de transition? Évidemment non. Au mieux, ils sont des profs d'écologie scientifique, mais l'écologie scientifique n'est qu'une petite partie de l'écologie entendue comme mouvement culturel. Donc on a clairement un problème intéressant, c'est rigolo. Et nous-mêmes, on se forme au quotidien à travers notre travail, mais enfin, on n'a pas été formé à l'école à ça. Et donc, on voulait faire résonner cette question avec des gens qu'on fréquente depuis quelques années, dont on a découvert les projets pédagogiques, des gens qui, contrairement à nous, sont des enseignants plus ou moins de métier, ou des chercheurs, des enseignants-chercheurs de métier, dans le cas de Raisa. Et des gens dont on trouvait que chacun à leur endroit. Alors on voulait quelqu'un du secondaire, on voulait des gens du supérieur. On n'a pas été sur le primaire et la maternelle, ce sera un beau et grand sujet, mais peut-être un peu plus tard, parce que je trouve que plus on descend bas, plus c'est difficile en fait dans ces classes-là. Et on a été voir des gens dont le travail nous a à un moment émus intellectuellement ou émotionnellement, juste. Enfin, on a trouvé qu'il y avait un truc juste qui se nouait, des gens qui nous ont apporté des choses auxquelles on n'avait pas pensé de notre côté. Et c'est ces 3 personnes qu'on a voulu inviter ce soir avec nous. Donc peut-être que vous pouvez nous rejoindre. Frédéric Olive, Raisa Inocencio et Jeanne Burgard-Goutal. Est-ce que tu veux faire les petites présentations peut-être? Oui, je veux bien. Ah oui, j'ai mon propre. Ok. Oui, donc, je ne peux pas être trop loin de vous. Donc, ce soir, avec nous, Raisa Inocencio, qui est une philosophe brésilienne, docteur de l'Université de Toulouse, et avant ça, du master Erasmus Mundus Europhilosophie, qui veut interroger les épistémologies, donc les savoirs eurocentrés, et qui est aussi autrice de Décoloniser Vénus, apparaître aux éditions Wade Project. Apparaître cette année, oui, cet automne. Donc, Jeanne Burgard-Goutal, qui est professeure de philosophie en terminale au lycée Victor Hugo à Marseille, aussi autrice d'Être écoféministe, théorie et pratique, publiée à l'Échappée en 2020, Resisters aux éditions Tana 2021 et Yoga Shalala également aux éditions Tana en 2024. Et enfin, Frédéric Olive, qui est maître de conférence à Aix-Marseille Université, chercheur au laboratoire d'informatique fondamentale, cofondateur de la licence Sciences et Humanités à Aix-Marseille Université en 2013 et dont on va parler plus en détail. Et donc pour la suite,
On va vous demander, donc dans un premier temps, de nous parler de vos expériences d'innovation pédagogique, individuelle ou collective, qui sont plus ou moins liées à l'écologie, mais qui sont en tout cas des expériences où vous avez su trouver un espace de liberté, souvent, par rapport aux institutions dans lesquelles vous travaillez. Donc, on voulait commencer par Jeanne. Donc, votre parcours est celui d'une prise de liberté en faisant une plus grande place à l'écologie dans vos cours de terminale et qui est aussi lié à ton expérience d'autrice. Donc, comment a évolué ton enseignement et comment tu as trouvé cet espace de liberté? Merci. J'espérais ne pas commencer, mais voilà. Voilà, donc comme tu l'as dit, moi j'enseigne la philo au lycée depuis un paquet d'années. Et en parallèle, j'ai fait des recherches et beaucoup d'expériences autour de l'écoféminisme. Et pour écrire mes livres sur l'écoféminisme, ça m'a amené à plonger dans des milieux alternatifs dont les valeurs, les habitudes sont très éloignées de ce qu'on vit dans le cadre de l'institution de l'éducation nationale. Et même de prendre 2 années sabbatiques pour aller en Inde chez Vandana Shiva, dans d'autres communautés écoféministes, auprès de personnes écoféministes, pour écrire le livre, etc. Et donc, quand je suis revenue à l'enseignement après ces 2 années sabbatiques, où j'avais été plongée dans des milieux voilà, de gens très... avec des modes de vie marginaux, voilà, qui vivent en semi-autonomie, qui ont des choix militants très forts. Le retour dans la salle de classe, avec la cloche qui sonne toutes les heures, les Parcoursup, le Pronote, tout ça, c'était vraiment violent. Et j'ai tout simplement plus réussi à enseigner comme avant. C'est-à-dire le côté carcéral et absurde de la façon d'enseigner. Enfin, j'ai quand même fait le choix d'y retourner parce que j'adore ça, j'adore les élèves. Et puis, peut-être naïvement, mais je crois quand même que l'école est l'un des lieux privilégiés si on veut opérer une transformation sociale, qu'il y a beaucoup de mécanismes de reproduction, mais que c'est quand même aussi là que peut se jouer une transformation. Mais voilà, la question était de comment faire autrement. Donc, au début, j'ai carrément arrêté de mettre des notes. Ce qui me frappait aussi, c'est que pendant ces années sabbatiques, j'étais beaucoup en contact avec des gens qui sont beaucoup à l'écoute des rythmes biologiques, des rythmes corporels, naturels. Moi-même, du coup, j'avais pris un rythme qui était beaucoup plus lent, etc. Et là, en fait, de devoir faire de la philo à 13h alors que tout le monde est en pleine digestion, de devoir faire du travail individuel, mettre en concurrence les élèves les uns avec les autres, en m'apercevant que, évidemment, en fait, les notes que je mettais reflétaient la catégorie socio-professionnelle des parents. Enfin, voilà, tout ça faisait que je pouvais plus faire comme avant. Et en fait, au fur et à mesure, il a fallu trouver des compromis. Alors, on peut avoir l'impression que ce que je dis n'a pas un grand rapport avec l'écologie, parce que c'est surtout là de problématiques sociales et politiques que je suis en train de parler. Mais en fait, donc moi, comme je l'ai dit, ce que j'ai étudié comme écologie, c'est l'écoféminisme, c'est-à-dire une écologie qui est intrinsèquement politique, qui relie fondamentalement la question de l'écologie avec les questions des inégalités, de la justice sociale, à la fois en termes de genre, mais à la fois aussi en termes de classe, en termes de race, entre guillemets, voilà, au sens que ce terme a maintenant dans les sciences sociales. Et donc pour moi, l'écologie à laquelle j'avais envie de participer à travers mes expériences de vie et mes livres, c'est une écologie qui n'est pas l'écologie technocratique, vert clair, que tu évoquais tout à l'heure, qui n'est pas une écologie de bobo, mais qui est une écologie, le point B, voilà, c'est pour moi une vraie transformation sociale, enfin, qui est complètement liée à la question de la justice sociale. Voilà, d'où le fait que
que quand j'envisage une écoféminisation ou une écologisation de mes pratiques pédagogiques, ça ne se situe pas seulement sur comment étudier plus de textes d'auteurs écolos, ou comment faire un potager au sein de l'école, ce que j'ai aussi essayé de faire voilà, dans un lycée, enfin pas essayé, ce qu'on a réussi à faire dans un lycée en Normandie où j'étais, mais voilà, il y a cette question-là, mais il y a aussi la question de lutter contre un modèle de domination qui s'exerce à la fois entre les humains et sur la nature. Donc c'est pour ça que je fais tous ces liens-là. Et donc progressivement, j'ai essayé de changer mes pratiques, c'est-à-dire ce qui m'importait, c'était pas seulement de changer les textes que je fais étudier à mes élèves, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi, hein, de faire étudier davantage de textes autour de la question de l'écologie. La nature maintenant fait partie des notions au programme, donc voilà, on a de quoi faire. Faire étudier aussi davantage de textes d'auteurs non occidentaux, faire étudier davantage de textes d'autrices, ou bien pointer dans les textes de la tradition philosophique les présupposés anti-écologistes ou spécistes ou racistes, etc. Mais il y avait aussi la question, au-delà de la théorie, des pratiques. Quelles pratiques pédagogiques on met en place pour pas juste faire un blabla davantage écolo, mais pour avoir des pratiques transformatrices. Comment on fait pour court-circuiter les logiques néolibérales qu'il y a au sein de l'éducation nationale, donc pour arrêter de faire une notation individuelle qui met en concurrence et qui reproduit des inégalités sociales, comment faire davantage travailler ensemble. Et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en fait, on a des marges de liberté que beaucoup d'enseignants n'osent pas prendre. Par exemple, alors ça peut paraître ridicule vu de l'extérieur, mais au sein de l'école, c'est un gros truc. Par exemple, moi, je ne mets pas les notes sur Pronote. Donc Pronote, c'est le sorte de logiciel sur lequel on est censé consigner toutes les notes, etc. C'est les élèves qui proposent leur notation semestrielle, etc. Donc des sortes de mini-révolutions qui montrent que, en fait, il y a des marges de manœuvre possibles. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a énormément de résistance, même pour des mini-choses comme ça, à la fois de la part de l'institution, des enseignants qui peuvent se bloquer eux-mêmes dans leur désir de changement ou bien être attachés à des anciennes pratiques. Chez les élèves aussi, il y en a beaucoup qui sont très très éloignés des problématiques écologiques parce que beaucoup d'élèves, en fait, leur source d'information, c'est BFM, CNews, etc. Donc ça fait que parfois, par exemple la presse Sainte-Soline, j'en avais un peu parlé avec des élèves au lycée. À l'époque, j'étais au lycée hôtelier. Et la plupart n'avaient pas du tout entendu parler. Et puis ceux qu'on avait entendu parler, ils me disaient « Ah oui, les écolos, c'est ceux qui se collent les mains sur les routes. Franchement, ils embêtent tout le monde, les voitures peuvent pas passer, etc. » Donc en fait, on doit lutter contre des forces sociales et médiatiques qui sont puissantes. L'école, elle n'est pas hors sol, à l'écart des institutions, des réseaux médiatiques, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de blocage dans ces transformations-là. Et en même temps, moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir aussi que finalement, quand on prend des libertés, il y a des possibilités. Et que aussi, sous certaines formes, juste je terminerai sur cette anecdote, avec une classe donc, que j'ai eue au lycée Artaud, donc qui est dans le 13e arrondissement, on avait étudié ce qui se passait autour de l'autoroute A69. Donc j'ai fait venir une écureuil, donc militante, activiste, qui grimpe dans les arbres pour protéger le site. Mes élèves ont trouvé ça lunaire. Enfin, vraiment, ils ne comprenaient pas du tout qu'on puisse faire ça. Mais ensuite, on en a parlé. Un ami qui est là m'a fait un super montage d'un documentaire pour bien présenter les enjeux, etc. Et on a fait une sorte de débat ensuite où les élèves devaient représenter les différents rôles et faire une sorte de faux procès pour savoir s'il fallait continuer ou non le chantier d'autoroute. Et en fait, à la fin, quasiment la majorité de la classe, y compris ceux dont le rôle était censé de défendre la poursuite du projet d'autoroute, ont voté contre. Donc là aussi, on s'aperçoit qu'en trouvant les bonnes formes, il y a des moyens de faire changer les mentalités, même quand les forces médiatiques sont vraiment à contre-courant d'une vision sincèrement écologique. Merci Jeanne. Et peut-être en une minute, est-ce que tu as senti, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, si c'est le cas tu le dis, mais est-ce que tu as senti des réticences institutionnelles d'un ordre ou d'un autre depuis que tu as pris ces libertés-là? Ça fait quoi, 3 ans que tu enseignes différemment? Je pense qu'en fait, en philo, tout le monde s'en fout un peu de la philo.
Donc, on peut un peu faire nos trucs voilà, sans être embêté. C'est-à-dire, moi, par exemple, il n'y a jamais l'administration d'aucun lycée qui m'ait posé problème. Quand j'ai arrêté de noter, là, j'ai reçu des mails des parents qui me disaient « Madame, nous comprenons votre réflexion, Parcoursup, blablabla, mais la vie étant ce qu'elle est, le monde professionnel, voilà. » Donc, du coup, j'ai réintroduit la note, mais en filoutant complètement pour que la notation parasite la logique de reproduction sociale. Sinon, de la part des enseignants, souvent il y a une grande curiosité et un peu une sorte de crainte du genre oh, j'aimerais bien faire ça, mais vraiment parce qu'on est quand même vraiment attaché à l'idée qu'un prof sérieux, on a une espèce de surmoi de prof sérieux, et puis de nos anciens profs de prépa ou l'ancien bon élève qu'on était, puis qui était docile et obéissant, et c'est comme ça qu'il a pu réussir. Donc ça demande une psychanalyse en fait pour pouvoir faire ça. Mais voilà, je n'ai pas vraiment enfin, pour l'instant, je me suis pas heurtée. Alors s'il y a un moment, quand avec la chance aussi qu'on a à Marseille, c'est qu'il y a des collectifs de profs de philo très actifs, très politisés, qui travaillent. Tu peux les mentionner ? Aller vers une pédagogie freinée. Donc il y a les philosophes publics et le réseau philo, donc deux collectifs qui sont très innovants en matière pédagogique, qui sont engagés politiquement sur où et comment faire de la philo. Donc il y a aussi ce soutien collectif qui fait que je sais que je fais pas n'importe quoi tout seul dans mon coin, mais on va ensemble vers quelque chose. Et je voulais... Et voilà. Ouais, attends, je voulais dire un truc... Mais pas d'obstacle extérieur en tout cas. Oui, voilà. Ah si, voilà. Il y a une fois où justement, c'est quand je venais d'arriver dans l'académie. C'est la première année où on a dû corriger le bac avec des copies numérisées. Ce qui maintenant est tout le temps le cas, mais jusque-là, nous, on allait chercher nos copies papier, etc. Puis en philo, on est un peu de dinosaures, on est un peu attachés. Voilà. Et puis on avait plein de raisons, notamment écologiques, de refuser la numérisation des copies et de corriger les copies numérisées sur ce nouveau logiciel Santorin. Et donc on a fait avec ces collectifs de profs de philo, on s'est mobilisé pendant un mois, on faisait des AG tous les jours, on a mobilisé la presse, les chaînes de télé locales. On a même reçu un coup de fil des RT, des renseignements territoriaux, pour savoir qui on était, ce qu'on voulait, etc. On était un peu fiers. On a été reçus par le cabinet du recteur au complet. Voilà, donc 5 mecs en costard qui prenaient bien soin de montrer qu'ils ne nous écoutaient pas en regardant leur smartphone. Et le recteur qui nous a dit oui, je comprends, hein, moi-même j'aime écrire à la plume, mais vous comprenez, c'est le progrès, on n'y peut rien, etc. Donc voilà, là la résistance a plutôt été qu'on a nous-mêmes on a résisté jusqu'au bout, mais on n'a absolument rien obtenu. Ok. Merci Jeanne, on continuera après sur ces sujets-là. Alors, ouais, c'était super, merci. Et alors, pendant l'enquête dont je parlais tout à l'heure, qu'on a menée dans les universités, où on s'attendait donc à documenter l'explosion de l'écologie dans les facs de France, puisqu'on voyait que nos courbes de vente augmentaient comme ça, 400% en 3 ans, on s'est dit la fac doit être pleine d'écologie, c'est formidable. Et donc, par-delà SVT et SHS, sciences de la vie et de la terre, et sciences humaines et sociales, il doit y avoir plein d'endroits où ça se parle, ça s'hybride, ça invente des choses. On a été au Muséum d'histoire naturelle, on a été à l'EHESS, on a été à Montpellier, on a été à Grenoble, à Paris, à Marseille, tout ça, et on a trouvé des trucs hyper décevants en fait, partout où on allait. On était comme des anthropologues qui avaient rêvé sur des peuples lointains, puis on arrive et puis c'est décevant, ils boivent tous du coca, enfin ça va pas du tout. Ils portent des t-shirts et des tongs. Ouais. Et on était dégoûtés, et à la fin de l'enquête, mais on se disait peut-être c'est nos attentes à nous qui n'étaient pas les bonnes, etc. Et à la fin de l'enquête, on avait un dernier entretien à faire, ça c'était à 200 mètres de notre bureau, c'était à Saint-Charles, hein, toujours au même endroit, enfin tout se passe dans le même quartier, à Amu, au bâtiment Saint-Charles, pour cette fameuse licence sciences et humanités. Alors on nous avait dit qu'ils ne s'intéressaient pas à l'écologie spécialement, donc bon, ça nous emmerdait un peu, mais on s'est dit sciences et humanités quand même, c'est bien SVT, SHS, enfin là, ils essayent d'hybrider des choses, et là on a découvert un collectif
complexe, nébuleux, une constellation de gens, ils sont 10, 20, 30, 60, ça se renouvelle et tout. On a découvert un univers, une expérience pédagogique qui était pour nous, dans notre enquête en tout cas, inouïe. En France, on n'a pas trouvé quelque chose d'aussi émouvant sur le plan pédagogique de ce qu'on a entendu avec les heures de conversation avec ces chercheurs-là. Et donc l'un d'eux est avec nous, Frédéric Olive, c'est pour ça qu'on l'a invité, parce qu'on avait eu ces beaux échanges. Et donc Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter l'origine de cette licence Sciences et Humanités, qui est donc vraiment singulière et un peu unique en France, même s'il y en a d'autres qui portent le même nom, celle-ci a vraiment son destin particulier. Oui, je vais essayer. C'est une licence qui est vraiment ancrée dans le mouvement de 2009. Alors moi, chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que tout le monde est au courant, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en 2009, il y a eu un mouvement universitaire d'une ampleur mais considérable. Je pense qu'il a mobilisé autant d'universitaires que 68, que 1968. C'est-à-dire que c'était une grève, c'était un mouvement qui suivait les réformes Pécresse de la loi dite loi d'autonomie des universités, qui avait été votée en 2007 sous la présidence de Sarkozy. Et c'était des espèces de répliques de cette loi-là. Donc il y avait dedans ce qu'on appelait la masterisation. Il y avait tout un tas de dispositifs qui en fait suivaient les recommandations de Bologne et qui voulaient faire rentrer l'université dans ce qu'on appelait l'économie de la connaissance. Économie de la connaissance qui est un terme assez ambigu parce qu'il pourrait vouloir dire on va faire en sorte que l'économie soit irriguée par la connaissance, mais non, en fait il s'agit d'irriguer la connaissance avec la marchandisation et donc c'est quelque chose c'est vraiment un mouvement très puissant qui traverse tous les systèmes d'enseignement supérieur de la planète. Donc on était face à des espèces de sursauts de ce projet-là. Et il y a eu un très très fort mouvement de grève qui a été déclenché en gros au premier semestre, enfin en janvier 2009. Ce mouvement de grève a duré quelques mois. Il a mobilisé une part très très importante de la communauté universitaire, en particulier à Marseille, à Saint-Charles, enfin dans toutes les universités. Et cette mobilisation, elle a eu trois effets, un peu des effets de bord, on dirait en informatique. Des effets assez standards qui sont que, comme dans tous les mouvements sociaux, il y a toujours une montée en compétence en quelque sorte de ceux qui participent à ces mouvements parce qu'ils sont sommés de réfléchir à ce pourquoi ils se mobilisent, de discuter. Ils prennent le temps d'en discuter parce qu'ils sont en grève, etc. Et donc tout à coup, il y a vraiment une espèce d'intelligence collective qui se mature dans le mouvement. Donc ça a été le cas pour nous aussi. Il y a eu aussi une rencontre entre les universitaires. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est mis à se côtoyer très largement. Et on est sorti un petit peu de notre enfermement, de nos labos, etc. Et ces rencontres-là, elles ont vraiment eu comme effet de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes comme communauté universitaire, avec des intérêts propres, avec des complexions en quelque sorte individuelles qui se rejoignaient, avec aussi la capacité, le sentiment qu'on était dépositaire d'une expertise sur ce que doit être l'université, en tout cas d'un point de vue, sur ce que c'est qu'un service public d'enseignement supérieur. Et donc ça nous a un petit peu renforcé dans la manière dont on était partie prenante de l'enseignement supérieur. Et puis un dernier aspect qui est très décisif pour la création de la licence Sciences et Humanités, c'est que ces rencontres-là, elles ont aussi en particulier consisté, enfin elles ont aussi eu comme effet que se sont rencontrés des enseignants-chercheurs de toutes disciplines. Et donc il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas universitaires, il y a peut-être un peu l'idée que dans les universités où toutes les disciplines sont enseignées, les collègues se côtoient et les philosophes vont parler aux mathématiciens qui eux-mêmes côtoient les historiens, etc. Mais pas du tout. Il y a vraiment un enfermement disciplinaire qui est un enfermement géographique, on n'est pas toujours dans les mêmes lieux, qui est un enfermement pédagogique. Les cursus sont très étanches les uns avec les autres et quand on enseigne, comme c'est mon cas, dans des cursus d'informatique, il n'y a pas une seconde où je vois une sociologue intervenir pour aider, par exemple, à un recul critique des informaticiens sur leur activité, etc., sur leur formation. Et puis, un enfermement aussi, on pourrait dire, scientifique, en ce sens que la recherche se développe aussi de manière très étanche. Il y a quelque chose de historiquement constitutif, là, depuis la Révolution française, sur l'organisation des sciences en silos disciplinaires qui fait que les dialogues ont peu lieu. Et que là, ils ont commencé à avoir lieu tout simplement parce qu'on se croisait. Par exemple, moi, je faisais partie d'un collectif
qui se réunissaient plusieurs fois par semaine, plus ou moins, pour faire le point, animer le mouvement universitaire, etc. Enfin, veiller à l'organisation de notre mouvement. Ce collectif qui regroupait plusieurs dizaines de personnes. Et dans ces dizaines de personnes, il y avait des philosophes, des mathématiciens, des historiens, enfin des gens de toutes disciplines. Donc au début, on discute des uns et des autres du mouvement. Voilà, on discute à bâton rompu de ci et de ça. Puis petit à petit, on se met à parler de nos disciplines, quoi. Et on se met d'autant plus à parler de nos disciplines que dans le mouvement, il y a eu aussi des cours sauvages organisés sur la Canebière, ou aussi à une ou deux reprises, ce qu'on avait appelé le marathon des savoirs, qui était 48 heures quasiment de conférences ininterrompues dans un amphi du site Saint-Charles, où là, des écologues, des historiens, des anthropologues venaient chacun à leur tour faire un cours, enfin une conférence, quoi, auquel assistaient des étudiants et les enseignants. Du coup, là, on est toujours en 2009-2010. Hein, là, tout ça, c'est le premier semestre 2009. Ouais. Il faut que j'accélère pour arriver à 2025. Non, mais c'était pour qu'on soit tous d'accord que ça c'est pendant ce mouvement de grève qui dure 3-4 mois, quoi. Tout ça pour dire qu'il y a donc une rencontre et un décloisonnement disciplinaire, quoi. Et quand... je me suis fait bien de me le dire quand même. Et quand ce mouvement se tarit, un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on a à la fois remporté quelques revendications, mais on a quand même perdu sur pas mal d'autres, et qu'on est quand même conscient que l'université va de plus en plus ressembler à des choses qui ne nous plaisent pas complètement, et qu'on se pose la question de savoir comment on va trouver notre épanouissement dans l'université qui s'en vient, quoi. Toutes ces expériences qu'on a faites, la force de notre communauté, la capacité critique qu'on a développée et la capacité de discuter les uns avec les autres à travers les disciplines, se cristallisent dans un projet qui est le projet Licence Sciences et Humanités. C'est le moment où vous vous mettez à désobéir, comme Jeanne, un peu. Il y a un peu de ça, ouais. Mais très collectivement. Tout à fait. Ouais. Donc elle se cristallise dans ce projet, et même, je pourrais dire, elle se cristallise dans un individu qui est un jeune enseignant de physique qui s'appelle Gaëtan Agel, et qui propose que, un peu contre toute habitude, au lieu d'attendre que des projets de formation nous soient édictés par l'université ou par le ministère, Gaëtan propose que les gens qui ont participé à ce mouvement, qui se sont liés et de toutes disciplines confondues, commencent à réfléchir à un cursus universitaire dans lequel il serait fait droit à des enseignements des humanités, comme on dit, c'est-à-dire des sciences humaines et sociales, comme à des enseignants de disciplines relevant plus des sciences de la nature, quoi. Ce qui était donc la règle au XVIIIe siècle évidente. Exactement. C'est-à-dire que tout à coup, on se met à dire, finalement, la science, le savoir est quoi, et donc nous, on veut permettre l'accès à tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai un petit peu le temps, 4 minutes. Et puis, je pense, c'est intéressant de dire aussi... et l'écologie dans tout ça, je pense qu'il y a peut-être 2 points. Premièrement, que l'écologie, c'est la science des connexions. Et donc, un système de savoir qui est complètement cloisonné, c'est assez dysfonctionnel par rapport au fonctionnement écologique, finalement, du monde. Peut-être que tu peux commenter là-dessus, mais aussi l'idée que dans la première itération de cette formation, l'écologie n'était pas forcément une thématique dominante, mais qui a émergé suite en partie, si j'ai bien compris, à la demande des étudiants. Oui. Il y a plusieurs questions dans ta question, et il me reste 3 minutes 20 maintenant, donc je vais avoir du mal. Mais tu peux choisir la question que tu veux, si tu préfères. Voilà. Non, en fait, je vais dire un mot de l'allure de la licence, parce que c'est aussi ça qui permettra de répondre un peu mieux à tes questions, quoi, mais qui sont cruciales par ailleurs, quoi. Donc, la licence Sciences et Humanités, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une licence, d'une part, en 3 ans, et c'est une licence transdisciplinaire, on dit, ou interdisciplinaire, ce qui veut dire qu'à la fois, il y a plein de disciplines qui y sont enseignées, et qu'en même temps, elles ne sont pas juste juxtaposées les unes à côté des autres, comme ça pourrait être le cas au lycée, par exemple, mais tout le cursus est organisé de grandes thématiques que les étudiants retrouvent les 3 années durant, et sur chacune de ces thématiques, toutes les disciplines susceptibles de clarifier le problème, en quelque sorte, peuvent être convoquées. Donc, typiquement, vous avez une thématique qui s'appelle nature et culture, donc, qui est déjà un petit peu des ébauches de considération écologique, quoi, dès la première version. Et dans Nature et Culture, il y a en gros, il y a un peu de tout ce qu'on appelait les propres de l'homme qui sont interrogés, quoi. Est-il vrai que le langage est un propre de l'homme? Est-il vrai que la vie en société est un propre de l'homme, etc., quoi. Et sur chacun la réponse est non. Et la réponse est en général non, ou en tout cas c'est très complexe, quoi. Et par exemple, donc sur le langage, qui est à quoi Nature et Culture consacre son premier semestre en première année de licence, eh bien, on va à la fois devoir définir ce que c'est le langage, on va faire appel à des linguistes qui vont parler de ça, mais aussi on va
parler de communication animale. Donc là, il y a des éthologues qui vont venir parler de communication animale. On va aussi s'interroger sur ce que sont les capacités cognitives qui permettent l'élaboration du langage chez l'humain. Du coup, des biologistes vont venir, mais aussi un philosophe qui parle de Darwin et de l'évolution et qui montre comment le langage est une exaptation du devenir humain, quoi. C'est très mal dit, mais voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que d'ores et déjà, là, je cite 4 disciplines distinctes, et donc tous ces gens-là viennent montrer à quel point l'objet langage, en fait, est complexe, et il est configuré différemment par des linguistes, par des éthologues, etc., quoi. Et donc, les étudiants ressortent de ça avec une vision peut-être extrêmement élaborée et riche de cet enjeu-là, quoi. Et je dis ça, c'est un exemple parmi les... Bon, bref, je passe un peu les détails, mais voilà. Donc la licence est entièrement élaborée autour de ces thématiques et des disciplines qui sont convoquées pour les éclairer, quoi. Et il se trouve que dans un second temps, quoi, la question écologique qui est déjà un peu à l'ordre du jour dans Nature et Culture, où par exemple il est effectivement question de l'ontologie naturaliste qui sépare de manière très drastique la nature et la culture, donc ça il en est question dans notre UE, mais la question écologique grandit à la fois du fait des enseignants eux-mêmes qui, comme tout le monde, commencent à être en prise à ces débats-là de plus en plus, quoi, et surtout effectivement des étudiants. Et c'est rigolo que tu parles de tes lycéens qui sont surpris de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, parce que tu verras 3-4 ans après, ils sont à Sainte-Soline en fait. C'est-à-dire que nous, les étudiants en question, il y en a une vingtaine qui sont allés à la manifestation de Sainte-Soline et qui en sont revenus à la fois complètement traumatisés, mais aussi encore plus engagés et déterminés à se battre sur ces enjeux-là, quoi. Et le fait est que j'ai pas tout à fait le temps de pousser ça, mais c'est vraiment un aspect important, peut-être on y reviendra, mais qu'il y a quelque chose qui grandit, quoi, chez ces étudiants, pas seulement ceux de sciences et humanités, c'est valable partout, dans le fait que il y a une vraie question, une vraie interrogation sur est-ce que ça a du sens de faire des études aujourd'hui dans le monde qui s'en vient, quoi. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est ça le vrai enjeu? Est-ce qu'il faut se former, etc., quoi. Et donc, il y a à la fois cette question-là et une autre question attenante qui est, mais si on se forme, encore faut-il que ces formations soient d'une manière ou d'une autre reliées à nos préoccupations fondamentales, cardinales, vitales, auxquelles on n'échappe pas jour après jour, quoi. Alors, merci beaucoup Fred pour cette intervention. Juste pour ceux que cette expérience intéresserait, chercheurs, enseignants ou autres, il y a un livre qui est vraiment formidable qui s'appelle Sciences et Humanités. Le sous-titre est grandiloquent comme j'aime, décloisonner les savoirs pour reconstruire l'université. Et le livre est à la hauteur de la promesse du sous-titre. C'est sorti aux presses universitaires de Provence en 2019, je crois, et ça se trouve en ligne facilement. Et le livre est vraiment regorge d'initiatives et d'idées intéressantes. Et il y a un truc qui m'avait aussi beaucoup touché, je voulais le dire en témoignage par rapport aux heures qu'on avait pu passer avec vous, c'était le fait que souvent, vous savez, le monde universitaire qui est très en silo est aussi beaucoup marqué par des logiques de mépris. Donc il y a les sciences très dures, plus les sciences sont abstraites, donc les matheux vont mépriser les physiciens, qui eux-mêmes après vont mépriser les biologistes vont mépriser les écologues, et plus les écologues font du terrain, plus ils sont méprisables, ils ont des petits budgets. Et puis les SVT méprisent les SHS, puisque de toute façon, les sciences humaines, c'est 5% des budgets, donc c'est peanuts. Et donc, ceux qui font de l'excellence, ils ont des gros machins. Donc, tout ce truc du mépris, c'est vraiment hyper structurant dans les dysfonctionnements de l'éthos académique. Et il y avait un truc qui m'avait touché chez vous, c'était que vous disiez, et donc souvent dans ce truc du mépris aussi, les chercheurs méprisent un peu les enseignants, parce qu'un enseignant, il fait pendant que les grands chercheurs, ils font des livres, ils passent à la radio, les enseignants, eux, ils scoltinent et trucs. Mais parfois, il y a des enseignants extraordinaires qui sont pas hyper connus et qui sont très bons. Et ça se produit à tous les niveaux, y compris chez les élèves au lycée, avec c'est plus le bac S, mais qui méprisait les bacs L, et ça reflète aussi la reproduction sociale, comme disait Jeanne, quand on est bon, on fait du S, etc. Oui, effectivement, en tant que moi littéraire au lycée, je parlais pas aux matheux, c'était des ennemis et tout ça. Donc la distinction nature-culture, dans le partage moderne dont on parle, c'est ça, c'est que vous êtes en première, vous avez 16 ans, et vous faites la gueule aux matheux parce que vous êtes littéraire, et on n'est déjà plus dans le même monde. On a 16 ans, on n'est plus dans le même monde. Et c'est eux qui gagnent, c'est pas les sciences, c'est pas les littéraires, je veux dire, donc c'est incroyable. Et ce qui m'avait vachement touché dans un témoignage qui était revenu, c'était que j'avais face à moi des tas de chercheurs assez pointus, chacun dans leur domaine, des historiens, des physiciens, des informaticiens, spécialistes de sciences informatiques comme toi, qui disaient qu'ils s'étaient donné corps et âme à ce projet collectif d'enseignement, et que
ça avait du coup infléchi et modifié leur trajectoire de recherche. Et je trouvais ça hyper beau parce que du coup, on prenait les choses dans le bon sens, quoi. Enfin voilà, c'était pas des chercheurs dans leur tour d'ivoire qui se disaient ah merde, faut que je fasse mon cours. C'était l'inverse. C'était le cours devient tellement passionnant que ça devient un lieu de formation, d'auto-formation. Et un prof qui ne s'auto-forme pas, je pense, c'est vite un prof catastrophique. Donc à tous égards, c'est un des aspects, mais j'avais trouvé l'expérience fascinante, quoi. Et pardon, je suis en train de déborder sur ton propre temps de parole, pardonne-moi, mais je voulais ajouter ce petit truc-là. Et donc, par ailleurs, donc vous comprenez que nous, en ce moment, on a les antennes ouvertes pour chercher des choses intéressantes qui se passent à la fac, au lycée, ailleurs. Et surtout, jusqu'à là, on a parlé beaucoup de ce qui se passe en France. Mais, et donc cette année, on a accueilli un manuscrit qu'on a trouvé génial, qui vient encore de la philo. Il y a un petit biais philosophie dans cette maison d'édition. Ça n'est pas totalement un hasard. La philosophie est une discipline très ancienne qui remonte à avant le partage moderne. Les sociologues, c'est récent. Il y a plein de sciences qui sont ingénieurs, même c'est relativement récent. Mais la philosophie, ça a 3000 ans. C'est un truc. En philosophie, on s'autorise à naviguer dans les savoirs. Je pense qu'une part de notre liberté aussi, elle est liée au fait qu'on est ancré en philo. Et cette année, on a accueilli un manuscrit très beau d'un chercheur basé à Toulouse qui s'appelle Jean-Christophe Godard sur des contre-anthropologies décoloniales du monde blanc. Donc ce sont des peuples colonisés qui regardent le monde blanc d'une façon critique. Il vient documenter ses savoirs sur nous, les blancs, menés par d'autres pays du monde. Et quand j'ai interviewé ce monsieur qui a 65 ans en lui disant « Votre manuscrit est extraordinaire, comment un type comme vous qui m'a appris Fichte, quand moi je préparais l'agrég, c'était mon prof sur Fichte, enfin je dis, il n'y a pas plus philosophie blanche, moderne que ça. Comment vous êtes venu dans cette trajectoire décoloniale? Il m'a dit, ce sont mes étudiants qui m'ont appris ça dans ce grand projet qu'on mène depuis 20 ans à Toulouse qui s'appelle l'Erasmus Mundus Europhilosophie. C'est un Erasmus, tout le monde connaît Erasmus, mais qui fait venir des étudiants du monde entier, du continent africain, latino-américain, etc. Donc ce prof de philosophie française s'était formé à la philosophie africaine, à la pensée latino-américaine, à travers ses étudiants. Donc j'avais face à moi l'exemple d'un prof qui avait totalement renouvelé sa pratique et sa pratique de la philosophie et ses contenus en philosophie grâce à ce parcours. Et c'est comme ça, en partie, on te connaissait avant, Raïssa, mais qu'on est venu à toi, parce que tu fais partie de ces étudiants qui ont formé ce professeur, Jean-Christophe Godard, et donc tu es philosophe brésilienne, un peu marseillaise aussi depuis toutes ces années. Et donc on avait envie que tu nous racontes la façon dont enseignement et recherche se mêlaient dans cet Erasmus Mundus Europhilosophie de Toulouse, qui est assez connu dans le monde décolonial parce qu'il y a plein de chercheurs qui viennent de là, comme Norman Adjari, pour ceux qui connaissent. Et comment ça se passe entre Nord et Sud, entre Afrique et Amérique latine, entre enseignants et chercheurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'invente là, qui fait une culture nouvelle? Qu'est-ce qu'il y aurait de réplicable là-dedans? Enfin bref. Bonsoir et merci beaucoup. En fait, je vais aussi répondre parce que forcément, ça donne envie de répondre. Et excusez-moi, je suis brésilienne, donc mon français, forcément, il est pirate. Il y aura des erreurs. Et c'est paradoxal parce que, en tant que chercheuse, on est dans un monde, des statuts. Quand tu fais un doctorat, tout le monde, waouh, tu as changé de classe. Et en même temps, les combats, c'est vraiment de pouvoir accéder à ces espaces-là de pouvoir et disputer les mots et disputer la présence. Et juste pour raconter un peu mon parcours Erasmus Mundus, j'étais à Rio de Janeiro. Je venais de rater pour la 12e fois mon concours de master pour master en philo. Et donc, ma mère, qui est prof de philo aussi et qui déteste les universitaires, elle est prof de philo au lycée. Elle trouve tous les universitaires sont des snobs, les élitistes, tu vois. Et moi, j'ai pensé, peut-être qu'il faut que je pense autrement. Et là, il y a Erasmus Mundus, Europhilosophie. C'est juste un mail, les noms on a déjà, la réponse négative on a déjà. Et en fait, Godard, il a sélectionné mon projet. Et je pense que, les Masters Erasmus Mundus, c'était une aventure parce qu'il y a eu des conflits. Parce que, disons, il y avait un parcours à Toulouse, mais tu pouvais choisir une autre université. Et moi, j'ai choisi l'université de Coimbra. Et étant brésilienne, c'est comme Argélie en France. Je vais au pays de
la colonisation brésilienne. Donc j'ai détesté l'université à Coimbra. J'ai vraiment trauma, c'est du trauma. Par contre, l'expérience d'y aller et pouvoir écrire ton mémoire de master et surtout découvrir les maisons collectives d'étudiants m'a dit ok, c'est bien. Mais à ce moment-là, j'ai parlé avec Godard et j'ai dit Godard, est-ce que je peux rester ailleurs qu'au Portugal? Parce que c'est trop dur pour moi en étant brésilienne. Et du coup, il m'a dit bien sûr, mais on ne va pas dire à l'administration. Et donc, à ce moment-là, je suis allée au plateau des Mille Vaches, à Tarnac, pour finir mon master Erasmus Mundus. À l'Université de la Terre Non, c'était avant l'École de la Terre. Et donc, j'ai participé un peu de la création d'un projet d'École de la Terre. Et à ce moment-là aussi, j'ai découvert un peu l'écologie, si on peut dire dans ces mots. Peut-être tu peux dire un mot de l'École de la Terre, c'est une initiative importante en France. Ouais, et l'École de la Terre, c'est un projet qui rassemble des séminaires, qui Jean-Christophe Godard a déjà participé aussi, et qui c'est autour des questions d'anthropocène, si vous connaissez ces mots. Il y a des questions autour aussi de la décolonisation, les genres, la race, la classe, aussi l'immigration. Et il y a eu aussi Viveiro de Castro, si je peux donner ce nom, un anthropologue brésilien qui est venu. Et surtout, il y a eu aussi des personnes qui travaillent, Bruno Latour aussi. Donc, c'est intéressant comme l'Erasmus Mundus m'a amené ailleurs que l'université de Coimbra. Tu vois, que c'était traumatisant pour moi. Donc, pour parler de Mundus, je me suis dit de raconter une anecdote parce que j'ai fini ma thèse, j'ai pris un poste pour un semestre à l'Université libre de Berlin et je suis allée voir un collègue Mundus, Georgi, qui est là-bas. Et donc, je suis avec quelqu'un, Hélène, la Daria. Et elle me dit, ah, tu étais Mundus? Ah, mais moi aussi. Et donc, on commence à parler sur l'expérience Mundus. Elle était 2 promotions avant moi. Et on parlait de Godard comme si c'était la famille. Et je sais que ce n'est pas du tout la famille, hein, mais cette idée que c'est un peu anarchique. C'est un peu... Et on a passé un après-midi à parler de comment c'était de voyager, la galère pour trouver un appartement, mais c'est cool quand même parce qu'on est nomade et tout. Et j'ai parlé avec Godard sur cette histoire, il a trouvé marrant. Voilà. Je pense que, en gros, l'Erasmus Mundus, c'était l'opportunité pour beaucoup d'étudiants étrangers faire de la philo. Moi, je n'étais pas boursière, mais il y avait une bourse aussi. Et moi, j'ai pu participer à des événements à l'Université du Togo, par exemple, ou en Colombie. Et donc, sorti de ce cadre exclusivement occidental. En fait, c'est tellement énorme que je ne sais pas comment dire. Mais ça a duré 15 ans, le master Erasmus Mundus Europhilosophie. Ok, merci. Donc, pour les gens qui n'ont pas du tout idée de ce qui se fabrique dans ce laboratoire à Toulouse, c'est un des lieux importants sur les pensées décoloniales en France, dans le monde académique, où ça a germé spontanément. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, je ne sais pas, les auteurs, le corpus qui va être discuté là, des auteurs comme Sonny Laboutansi, que moi je ne connaissais pas avant de lire Godard, tu vois, qui ne sont pas dans le corpus français. Tu connais Sonny Laboutansi, toi? Oui, parce que toi, tu es vraiment cultivé. Et peut-être aussi, comment ça a infléchi ton travail aussi, parce que tu as fait une thèse après. Ouais. Comment tu as infléchi le travail de tes profs? Ouais. Bon, moi, pour cette question, je pense qu'il faut que je commence parce que moi, j'ai enseigné aussi à l'Université de Toulouse, dans la première année de mon doctorat. Et avec Godard, je pense que je peux le dire. Moi, la pédagogie que je suis, c'est celle de Paulo Freire. C'est un pédagogue brésilien et qui a rendu influence, par exemple, à Bell Hooks, qui, avant de commencer les cours, on parle avec les élèves, on voit les envies. Et même dans le cas de Paulo Freire, il était
Il était prof d'alphabétisation, donc il voyait les vocabulaires des élèves pour pouvoir enseigner à lire et à écrire. Et le cas de Toulouse, c'est notamment décolonial, mais c'est aussi intersectionnel parce que, par exemple, il y a Uria Betoami Molino, qui est une spécialiste en philosophie du droit, mais décoloniale, féministe. Et vraiment, elle est très chargée sur cette question de comment on accède à la justice sociale. Et aussi Norma Anjali, qui parle du pessimisme, de afro-pessimisme. Mais j'ai pensé, par exemple, Hassan Agé. Hassan Hadj, oui. Il est passé par Toulouse. Et Sonia Boutansi, c'est un des auteurs qui, Goda, il est spécialiste, qui est un poète, dramaturge et philosophe, si je ne me trompe pas, du Congo. Et donc, après, c'est une multiplicité de références et en même temps, il y a toujours la communauté brésilienne qui fait chier. Il y a toujours... parce qu'on fait la fête aussi, donc Goda, on faisait de la fête aussi, donc c'était toujours intéressant de voir comment les courses se passaient aussi au couloir. Et sur mon travail, à nouveau, je prends Paulo Freire et Bell Hooks, mais surtout cette histoire de communiquer et de... En fait, mon travail, c'est vulgariser la recherche. Et moi, je vais dire une chose, je n'ai marre de me sentir supérieure à mes élèves. Donc, on fait ensemble une certaine connexion des pensées et la traduction aussi, parce que là, j'ai fait une traduction du portugais envers les Français des références afro-brésiliennes, comme Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Helena Teodoro, et qui sont des écrivaines de la littérature, mais aussi des théoriciennes. Donc cette barrière entre fiction et théorie, moi j'essaie de la rompre dans mon travail, et surtout dans les cours aussi, bien sûr qu'il y a quelque chose que j'apporte envers les élèves, mais comme tu as bien dit, avec Godard, on a appris qu'on est aussi des étudiants quand on donne des cours et vice-versa. Ok, merci Raïsa. Peut-être qu'on peut enchaîner avec la question qu'on voulait partager avec vous, qui était qu'on a tous tendance au quotidien, enfin il me semble, en tout cas moi ça va être mon cas, d'être rapide pour voir qu'est-ce qui ne va pas, critiquer la façon dont les choses sont organisées au niveau institutionnel ou ailleurs, ou être insatisfait avec l'enseignement qu'on a pu recevoir. Mais c'est encore autre chose d'être force de proposition consistante, cohérente, et de pouvoir... aujourd'hui savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne école d'écologie, en quoi ça consisterait un bon enseignement à l'écologie, une véritable éducation écologique. On pourrait distinguer ces différentes expressions. Aujourd'hui, très sincèrement, nous, ça fait 2 ans qu'on s'intéresse à ce sujet. Moi, je ne dispose pas d'une réponse très claire. Même, vraiment, on en est au balbutiement. Et donc, on voulait partager avec vous cette question, au-delà des expériences que vous avez eues, dont vous nous avez dit un mot, et sur lesquelles vous pouvez revenir, évidemment. Est-ce qu'on pourrait, ensemble, réfléchir librement, sans engagement, sans signer de convention à la fin de la discussion, à ce que ce serait une éducation écologique idéale? Qu'est-ce qu'on aimerait que nos enfants aient à l'école comme type d'apprentissage? Qu'est-ce que nous, qui sommes allés à l'école, continuons d'apprendre? Où sont aujourd'hui, nous, nos situations d'apprentissage à l'écologie? Quelle est la définition qu'on donne à l'écologie, ou du moins par où est-ce qu'on la prend? Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, Jeanne, mais Raïssa, ce serait intéressant de t'entendre aussi là-dessus, même si ce n'est pas ton ancrage initial. Par où est-ce que tu vas rentrer dedans? Et donc, voilà, on voulait partager toutes ces questions avec vous. Je ne sais pas, Jeanne, si tu veux démarrer. Ouais, merci. En fait, j'ai l'impression que ta question, c'est un peu dans ces termes-là que je me posais la question quand j'ai arrêté d'enseigner et que je me suis plongée dans des milieux qui, d'après moi, étaient idéaux. Et que finalement, en revenant à l'enseignement, il m'a semblé que essayer de partir d'une utopie ou d'un idéal et de voir comment on l'amenait dans la réalité, ça ne marchait pas vraiment.
et que c'était plutôt à l'envers que ça fonctionnait, c'est-à-dire de bien comprendre où on était, où on avait mis les pieds, et comment, à partir de là, c'était possible de faire craquer les coutures. Mais par exemple, ce qui m'a... Juste comprendre là où on est, c'est beau, parce que c'est ça l'écologie comme science, en fait, donc c'est un bon point de départ. Donc, quand je vais encore partir d'exemples, parce que voilà, ça me paraît assez parlant. Donc, quand j'ai repris l'enseignement, après ces années voilà, dans des yourtes et des tipis, quelque chose qui m'a frappée, par exemple, c'est que le lycée où je suis arrivée, à Marseille, donc il y a un label qui s'appelle Écolabel, il y a pas mal de lycées qui cherchent à avoir ce label, ça donne des financements, j'imagine. Et donc c'était un lycée aussi qui, tous les ans, les élèves donc, emmenaient des classes d'élèves nettoyer le parc Longchamp, et puis on appelait la Provence, la Marseillaise, tout ça. Le lycée BIP s'engage pour l'écologie. Et en même temps, ce lycée, comme tous les lycées de la région, équipe tous les élèves de tablettes numériques. Donc ça, c'est un grand projet. Je ne sais pas si c'est dans toutes les régions, mais si vous passez dans des collèges, par exemple, à Marseille, il y a marqué « Le département s'engage pour un collège 100% numérique ». Et donc, on équipe voilà, les collégiens, les lycéens. Et du coup, moi, c'est vrai que je me disais « Mais c'est vraiment bizarre comme vision de l'écologie. L'écologie, c'est on emmène une fois par an les élèves ramasser les mégots au parc. Et en même temps, on les équipe de tablettes numériques, enfin en termes environnementaux et d'impact environnemental. Ces tablettes numériques ne sont pas fabriquées avec des matériaux infiniment renouvelables par des lutins du Père Noël non exploités. Donc voilà, ça me paraissait complètement schizophrène. Et il y a plein de choses schizophrènes comme ça. Donc il y a déjà cet enjeu-là de remettre un peu en perspective qu'est-ce que c'est réellement les vrais enjeux environnementaux. Parce que souvent, au sein de l'école, on va se focaliser sur des petits trucs, voilà, mais même pour des petits trucs, on galère. Hein. Par exemple, rien que pour faire du tri sélectif, il faut mobiliser tous les éco-délégués et tout... Et finalement, rien n'aboutit vraiment. Enfin voilà. Mais il y a aussi cette question de remettre en perspective. Après, moi, j'ai l'impression que sans avoir trouvé ce qui est idéal, des expériences que j'ai faites et qui sont parmi mes plus beaux souvenirs d'enseignement, c'est les fois où j'ai emmené des élèves de Marseille en rando. Voilà, l'année dernière, par exemple, au lycée Artaud, j'ai emmené une classe de ST2S, donc sanitaire et social. C'est des classes, il y a quasiment que des filles. Et le lycée Artaud, c'est dans un environnement qui est très urbanisé, mais en même temps, on n'est pas loin des collines. Et donc, on a pris le bus devant le lycée. En 15 minutes de bus, on est à la parade. Et là, on a marché avec des élèves qui n'étaient jamais allés randonner, qui n'étaient pas très bien équipés, tout ça. Et en fait, elles ont adoré. Moi, j'avais trouvé un chemin facile. J'étais allée en repérage. J'avais trouvé un truc assez plat. Et en fait, quand elles ont vu la grande étoile, donc tout en haut, elles ont dit « Mais madame, nous, on veut aller là ». Et donc, on a marché et elles ont, je ne sais pas si elles le referont, mais c'était vraiment un moment de découverte d'un nouveau truc pour elles. Elle me disait toutes, mais maintenant, quand tout le monde me fait chier chez moi, je vais partir dans la nature. Donc ça, c'était beau. J'ai emmené aussi des élèves au jardin Leva, qui est pas loin du tout de Victor Hugo, où je suis cette année, mais les élèves connaissaient pas du tout cet endroit, qui est en gros un peu une enclave de bobos à la Belle de Mai, alors que c'est pas le projet initial, mais c'est souvent comme ça, en fait, les lieux qui sont des jardins. Donc là, voilà, on a débarqué avec tous mes élèves. Quand mes élèves ont compris qu'il allait falloir s'asseoir dans l'herbe, ils étaient choqués. Il y a une élève qui m'a dit... Ben oui, ils étaient là. Donc c'est des élèves vraiment de la Belle de Mai, quoi. Victor Hugo, c'est le lycée le plus pauvre de France. C'est des élèves, je sais pas, 98% issus de l'immigration, qui vivent dans un environnement très très urbain. Et voilà. Et là, il y a une élève qui m'a dit « Oh, elle est ghetto votre sortie, madame !» Mais finalement, on a pique-niqué dans l'herbe. Ils ont fini par... Au début, ils étaient traumatisés par la moindre petite moucheron ou je sais pas quoi. Et puis finalement, ils n'arrivaient plus à les en faire partir. Ils ont ramassé des olives, etc. Et en fait, juste, c'est déjà rien que ça, de créer un rapport sensible. En fait, quand on est allé dans ce parc, on a fait un exercice d'éco-biographie. Donc, ils devaient écrire un souvenir lié à la nature. Et
ils n'en trouvaient pas. Mais quand je leur ai dit, mais en fait, peut-être vous, je ne sais pas, est-ce que l'été, vous partez en vacances au bled ? Et là, quand ils ont compris qu'ils avaient le droit, souvent il y a un gros tabou pour eux. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de parler du bled, pas le droit de parler en arabe, pas le droit de, enfin voilà, que c'est interdit en fait d'avoir la culture d'origine qu'ils ont. Et là, quand ils ont capté que c'était autorisé, en fait, tous leurs souvenirs de rapport sensoriel à la nature, c'était pas en France, c'était pas à Marseille, c'était l'été au bled. Donc c'était la figue donnée pas du jardin de ma grand-mère, le coucher de soleil. Enfin, c'était des trop beaux textes. Mais voilà, et ça, c'est ce que dit très bien aussi Fatima Ouassak, c'est qu'en fait, pour les personnes... C'est l'écologie pirate. Voilà, ouais. Exactement. Et donc, il y a déjà ce truc de comment on crée un lien sensoriel alors que tout est fait pour couper de la nature et du corps dans le cadre de l'enseignement scolaire. Et puis même dans le discours politique de l'extrême droite, par exemple, on va dire aux gens issus de l'immigration qui ne sont pas d'ici, qui n'ont pas droit à la terre, par exemple. Donc c'est très installé dans ce type de discours aussi. Alors, je reçois juste des signes qu'il faut qu'on accélère pour pouvoir échanger avec la salle. Et donc ce serait chouette qu'on puisse avoir quand même Merci beaucoup Jeanne. Ce serait bien qu'on ait aussi 2 minutes, pardonne-moi Fred et Raïssa, sur cette question-là, de comment vous imagineriez un enseignement plus écologique ou à l'écologie. C'est une question difficile, mais la première chose en tout cas, c'est que nous on a eu pas mal d'échos d'étudiants à qui ont été soumis à des enseignements d'écologie, pas en sciences et humanités, mais dans d'autres cursus, parce que les UE dont tu parles, obligatoires, elles existent déjà un peu à droite à gauche depuis un moment. Et en fait, il y a une critique qui est revenue souvent, c'est les cours conçus pour alerter les étudiants de la gravité de la situation. En fait, ça ne les intéresse pas du tout, parce qu'ils sont possiblement plus alertés que nous-mêmes et plus au fait que nous-mêmes de ce qui se passe. En tout cas, ils n'ont pas besoin d'être alertés, ils sont suffisamment inquiets comme ça. Et donc, souvent, il y a l'idée que si on nous parle d'écologie, disent certains étudiants, ben, il faudrait qu'on nous parle des possibles quoi, et des solutions plutôt que de l'accumulation de dégâts, en fait, etc. Quoi. Donc ça, c'est un aspect. En tout cas, il y a comme une espèce de... L'an dernier, qu'on avait détecté comme une espèce de ras-le-bol dans certaines promotions d'étudiants sur la manière dont on leur parlait d'écologie. Une autre chose, c'est que moi, en tout cas, que j'ai à cœur et qui traverse un peu ce qui est en train de se passer en sciences et humanités sur l'UE écologie qui est apparu, enfin qui vient d'être créé, c'est l'idée que l'enjeu écologique, l'anthropocène, la question écologique, c'est aussi une question épistémologique, c'est une question de rapport au savoir, de rapport à l'idée qu'on se fait de ce qu'est la réalité, de capacité à rendre intelligible ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a vraiment, dans notre rapport à la nature, tout à l'heure, ça je te voyais approuver, quoi, mais la séparation nature et culture, elle est ancestrale, quoi. Donc c'est quelque chose qui est complètement ancré dans tous les pores de notre peau, en tout cas de notre peau, nous, moderne, voilà, moderne et plutôt occidentaux, etc., quoi. Et que pour se dépêtrer de ça, il y a vraiment besoin de sursauts savants, quoi, en quelque sorte, hein, pour arriver à comprendre l'interpénétration des espèces, ce que c'est qu'un écosystème, comment il n'est pas vrai qu'on peut s'en sortir seul face au reste du vivant, etc. quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que, du coup, il faut arriver à concevoir à la fois à déconstruire des savoirs qui sont ancestraux et qui opèrent encore, quoi, et qui rendent encore difficile notre capacité à prendre à bras le corps la question écologique, mais aussi, du coup, construire un rapport critique à ce que c'est que le savoir, et le savoir académique en particulier, quoi. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est aussi quelque chose qui est très ancré. Il y a quelque chose d'assez dogmatique, quoi, et dans la communauté universitaire, sur le rapport qu'elle a à la vérité qui émane du discours scientifique, quoi. Et je me mets dedans, quoi, hein, c'est pas, je suis pas en train de pointer du doigt certains collègues, quoi. Ok. Merci Fred. C'est marrant parce que moi je pensais justement les cas contraires, mais les savoirs ancestraux non occidentaux qui sont complètement liés aux forces de la nature. Et déjà, on ne dit pas la nature, on dit les forces de la nature. Parce qu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a les rivières. Et donc, vite fait, pour répondre à la question, moi, depuis 2010, je donne des ateliers, des bains, des douches. Et au début, en 2010, j'ai donné d'ateliers pour faire une prière politique, pour demander la fin de la police militaire brésilienne. Rien à voir avec les sujets écologiques.
Mais bon, il y a eu Covid, la pandémie, et à ce moment-là, en 2020, 10 ans après, je commençais à étudier les herbes et les sens spirituels ou écoféministes, sorcières, des retours à la magie en tant que catharsis, en tant que, voilà, comme la fête quand on danse. Et je suis retournée aussi sur les pratiques afro-brésiliennes au Brésil. Par exemple, les candomblés. Et donc, pour dire, je pense qu'un cours d'écologie, c'est un cours connecté avec un cours connecté avec des racines ancestrales qui ne sont pas occidentales. En fait, quand je pense ancestralité, je pense la diaspora, je pense la lutte contre l'esclavage, la lutte contre la domination. Et donc ça, c'est forcément intersectionnel entre les rapports avec les animaux, les espèces, et les sociétés. Voilà. Magnifique, merci Raissa. Merci. Et donc il nous reste quelques minutes, pas assez, je sais bien, Stéphanie. Si on a des questions, alors soit dans la salle, soit sur le forum, ou des témoignages complémentaires, n'hésitez pas, il y a sûrement des enseignants parmi vous, j'imagine, ou des gens qui ont été à l'école. Et moi, je peux passer le micro. Ok, oui. Donc, on va faire 1 ou 2 questions dans la salle et 1 ou 2 questions à des personnes qui sont connectées en ligne. On va peut-être commencer. Il y a déjà des questions en ligne? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se lancer tout de suite? On va prendre les questions en ligne en premier. Oui. Ok. Donc. Alors, je vous rappelle que toutes les personnes qui sont connectées en ligne sont aussi bien donc, des personnes qui habitent en France, mais également des personnes qui habitent sur le continent africain, Niger, Tchad, Madagascar, on a le Bénin, on a des personnes du Congo. Donc voilà, il y a des questions aussi qui sont assez orientées aussi par rapport à leurs propres préoccupations. Donc on va commencer par une qui va peut-être être un peu brutale, donc on va essayer de la prendre différemment, mais c'est Lazare qui pose cette question et qui demande comment faire pénétrer la pensée écologique ou les pensées écologiques dans un environnement africain où elle est considérée parfois par l'écrasante majorité de personnes comme une sorte de délire de blanc. Donc peut-être que vous allez avoir des réponses notamment par les différents auteurs aussi hein, que vous publiez aux éditions Wild Project par rapport aussi au Master Sciences et Humanité. Donc cette première question et ensuite je vous en pose une deuxième, alors qui est une question de Catherine. L'écologie se réfère à la biologie et à la politique. Notre époque appelle une approche tout à la fois systémique, planétaire et locale, une philosophie politique de l'écologie et non une philosophie de l'écologie politique. Est-ce possible de construire cela? Peut-être pour la première question, j'ai vu Raissa réagir. Oui, moi je voulais juste dire un petit mot pendant que tu réfléchis. Mais non, mais vas-y toi après. Mais juste pour dire qu'effectivement, c'est une question qu'on travaille beaucoup au sein de la maison d'édition, qui anime beaucoup de discussions qu'on a avec les collègues. Donc je voulais en dire un petit mot. D'abord, faire pénétrer en Afrique l'écologie. Vraiment, je pense que c'est effectivement, on peut pas dire ça comme ça. Par ailleurs, l'écologie fonctionne comme on va le développer beaucoup dans le parcours qu'on va mener de cette année. Fonctionne comme une réfutation du cosmos moderne, de la façon, de la philosophie moderne, de la métaphysique moderne, du naturalisme des modernes. Donc, c'est une remise en question par les Blancs du monde blanc. Donc, c'est vrai que c'est une affaire de Blancs, c'est totalement vrai, mais c'est en même temps une autocritique du monde occidental. Et donc, ça opère immédiatement une revalorisation des savoirs non occidentaux et non modernes. Et que je dis bien non modernes, pas seulement pré-modernes, ceux qui étaient avant, mais ceux qui sont aujourd'hui non modernes, qui n'ont pas été touchés par la modernité. Le marronnage, les gens qui, depuis 400 ans, qui ont résisté à la modernisation. À la modernité, qui, voilà, ils ne sont pas dans la modernité, ils résistent. Et donc, ça revalorise ces savoirs, et c'était tout le sens de Erasmus Mundus, quelque part, qui répond un peu à la question, qui consiste tout d'un coup à comprendre la valeur et la pertinence, et donc dans des mondes, des savoirs issus d'autres mondes que du monde blanc, qui a eu tendance à beaucoup tirer la couverture à lui ces derniers siècles.
Et donc, effectivement, dans les mondes non modernes, on n'a pas besoin du mot écologie pour faire de l'écologie. C'est ça. Mais par contre, il y a bien une écologie. Mais tu viens quelque part, Raïssa vient un peu de répondre à cette question-là. Mais tu veux peut-être rajouter un petit mot quand même? Je voulais juste citer une philosophe afro-brésilienne qui s'appelle Lélia Gonzalez, qui d'ailleurs, je viens de traduire un texte, une série de textes dans la revue d'études décoloniales. Lélia Gonzalez, elle a voyagé beaucoup en Afrique et ça ajoute aussi des problèmes du féminisme en Afrique. Et elle disait tout simplement qu'à nouveau, c'est une question du vocabulaire et comment, en prenant les forces des natures et comment en faisant en sorte qu'il n'est pas un seul, en singulier, en universel, mais prenant aussi... Pour moi, je pense qu'il faut déjà arrêter de penser qu'il y a une écologie. Donc, il n'y a pas qu'une écologie, et qu'il y a plusieurs écologies, comme il y a plusieurs manières de faire. Et la façon qu'on voit qu'elle est faite, c'est à travers de la éthique. Ça, c'est Lélia Gonzalez aussi. Et ethos, en grec, pour citer l'étymologie, ça veut dire comportement, posture. Donc, l'éthique, quand on amène... moi, j'ai déjà fait l'atelier des bains au Sénégal et c'était avec la même éthique que je l'ai fait en France. Je pense que... Et Lélia Gonzalez aussi. Cherchez cette philosophe, elle est géniale. Et sur la deuxième question, est-ce que quelqu'un voulait... Si j'ai bien compris, c'était une question sur... est-ce que vous pouvez répéter juste rapidement ? La phrase finale, est-ce que c'est une philosophie politique de l'écologie plutôt qu'une philosophie de l'écologie politique, c'est ça ? Une philosophie politique de l'écologie et non une philosophie de l'écologie politique. Je ne suis pas sûr de comprendre la nuance en réalité. Y a-t-il une nuance alors ? Ce qui est sûr, en tout cas, peut-être, c'est que on voit bien que ce qu'on raconte est un tout petit peu un dialogue de sourds dans la mesure où je pense que du point de vue africain, ce qu'on va entendre comme écologie, c'est transition écologique et c'est une autre façon de reformuler le développement. Donc une nouvelle forme de révolution industrielle, alors que nous, depuis nos situations d'enseignants en philosophie ou d'éditeurs, on entend par écologie une révolution, une autocritique radicale, justement, donc on ne parle pas de la même chose. Et c'est pour ça que des auteurs comme Sonny Laboutansi, qui est un auteur africain qui n'est pas labellisé écologie, est en fait un auteur fondamental. Qui dit d'ailleurs que les problématiques des pays, entre guillemets, non développés ne sont pas celles des pays, entre guillemets, développés, qu'il ne faut pas se tromper de sujets ou de problèmes. Et que donc, pour essayer de répondre à cette question ou de rebondir dessus du mieux qu'on peut, ce que la question pose, en tout cas clairement, c'est l'articulation entre l'écologie et la politique, et le fait que l'écologie est un mouvement, l'écologie politique. Et ça, c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que l'écologie est quelque chose qui a 50, 60 ans, qui a concerné des tas de pays, de militants, de groupes, d'intellectuels, et qui constitue un patrimoine immense. Et ce patrimoine, les gens qui aujourd'hui sont en charge de la transition écologique, sont en charge du DDRS, le fameux développement durable, responsabilité sociétale, se permettent aujourd'hui d'ignorer le contenu de ce patrimoine. Et on parlait tout à l'heure des logiques du mépris. À la fac, il y a aussi le droit d'ignorer. On s'arroge le droit d'ignorer. Par exemple, quand on est français, en général, on ne parle pas arabe et ça, on ne se sent pas inculte. Ne pas parler allemand, on se sent un peu gêné. Pardon, je ne parle pas. Mais ne pas parler arabe, ce n'est pas un problème. On l'ignore. On a le droit d'ignorer. C'est un truc d'hégémonie. Et donc, pareil, l'écologie, nous qui essayons de rendre justice à ce mouvement d'écologie politique, ou de politique de l'écologie, depuis 60 ans, on voit qu'il y a des gens qui débarquent, qui prétendent parler d'écologie en s'arrogeant le droit d'ignorer l'intelligence militante, intellectuelle de ce mouvement-là. Et donc, et aussi les préoccupations liées à l'écologie dans les pays du Nord s'imposent un peu par défaut dans les pays du Sud. C'est un peu ça aussi la réflexion de Sonny Laboutansi, dans cet extrait qu'on a lu ensemble récemment. C'est que il y a peut-être une perception effectivement que l'écologie c'est un truc de blanc parce que la façon blanche de s'occuper de l'écologie est imposée parfois dans les pays du Sud aussi. Mais qu'il en effet, il existe une écologie dans toutes les autres cultures qui ne porte pas ce nom-là, mais qui est bien là. Oui.
Vas-y, je t'en prie. Ouais. Je vais parler d'une autrice qui t'est chère, Vandana Shiva. Parce que, en fait, la question autour du terme écologie, tu l'as dit d'ailleurs, il y a un peu le même genre de problème autour du terme féminisme. Et voilà, ce que dit Vandana Shiva, ou ce que j'ai beaucoup entendu quand j'ai fait un séjour en Inde autour de ces questions-là, c'est qu'en fait, c'est des mots qui... Si on enlève le mot, et si on enlève l'histoire de ce mot, et tout ce qui, du coup, dans l'histoire de ce mot et de ses usages, a pollué ce mot, ça renvoie à des idéaux qui ont une forme d'universalité, si on les généralise beaucoup. Par exemple, Vandana Shiva dit, en fait, l'idéal, par exemple, de justice entre hommes et femmes, l'Occident n'a pas le monopole de cet idéal-là. Enfin, on n'a pas attendu les féministes occidentales pour essayer de construire des sociétés justes. Là, en l'occurrence, elle parle de l'Inde. Mais en même temps, le mot féminisme, et c'est pareil avec le mot écologie, par exemple en Inde, même de la part d'associations et de collectifs militants qui œuvrent en faveur de la justice de genre, en faveur d'une agriculture biologique, donc en faveur de choses qu'on pourrait qualifier avec notre vocabulaire écologique ou féministe, refusent ces mots-là, parce que l'histoire a fait que ces mots-là ont été utilisés comme des outils de domination coloniale et impérialiste. Par exemple, le féminisme par le colon britannique a été utilisé pour inférioriser certaines coutumes traditionnelles, enfin au nom d'un pseudo-féminisme, comme on le fait aujourd'hui souvent autour de l'islam. Il y a cette espèce d'instrumentalisation de l'étiquette féminisme pour condamner des pratiques non occidentales, et donc en fait dans un truc complètement impérialiste. Ce qui fait que le mot devient de fait une arme de guerre et effectivement de la même façon pour l'écologie. C'est vrai que si écologie ça veut dire maintenant que l'Europe et l'Occident s'est bien enrichi, en fait on va dire que tout le monde doit être écolo et que donc les autres parties du monde n'ont pas le droit de le faire, comme c'est un usage qui peut y avoir du terme, effectivement il est devenu complètement suspect et complètement pollué. Et donc il y a tout un travail à faire effectivement sur les langues, les mots, et de voir comment on peut les sortir de ces usages-là qui font que de fait ça crée du conflit. Voilà, avec mes élèves, je m'aperçois que pareil, le terme écologie, pour beaucoup, ça leur parle pas. Et après, quand je leur fais lire Fatima Wassak, par exemple, et qu'ils comprennent qu'en fait, derrière ça, il y a la question de l'alimentation, la question de vivre dans un environnement sain, la question d'avoir accès à des parcs pour jouer, etc., etc. En fait, ils comprennent que c'est pas juste des enjeux de blanc ou de bobo, mais des choses très fondamentales. Mais de fait, il y a une histoire des mots et des mouvements politiques qui se revendiquent de ça et qui peuvent être très élitistes et colonialistes, qui rend ça compliqué. Il nous reste quelques minutes. Merci Jeanne, c'est super. Il nous reste quelques minutes. Stéphanie, je te laisse me donner le bip. Hein. S'il y a dans la salle des questions, c'est plus sympa qu'on fasse aussi en live. Bonsoir à tous. Je trouve très 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 intéressant tout ce que vous avez pu énumérer, présenter, etc. Beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. L'approche que vous Parlez bien dans le micro. L'approche que vous avez par rapport au féminisme, également au racisme, également à la différence, elle est intéressante, mais elle représente un petit peu, je trouve, le côté élitiste qu'il peut y avoir dans votre discours. Aucun jugement méprisant ou négatif, mais je trouve qu'il est obligatoire même de prendre en considération que les évolutions sont différentes. Et vous parliez de blanc, noir, etc. Pourquoi pas, mais en effet, les sociétés évoluent différemment. La société africaine actuellement est dans une période d'émancipation qui est hyper intéressante et dans lequel même notre société, et quand je dis notre société, moi je me considère comme né ici, donc appartenant à celle-ci, devons vraiment prendre en considération qu'on a à apprendre de là-bas et que nous devons vraiment sortir de ce côté
on doit apprendre, c'est nous qui avons eu des années ou des choses en avance. L'Afrique s'en fout, mais pas par mépris ou autre, mais l'écologie n'est pas son problème actuellement. On peut, nous, à notre manière, le faire paraître. Je suis, moi, prof d'histoire-géographie dans un lycée professionnel, Jean Perrin. On peut et on doit, chacun à notre manière, sensibiliser sur ce sujet-là, mais avec beaucoup d'humilité. J'aurais beaucoup de choses à dire, désolé, mais j'ai trouvé en tous les cas tout ce qui a pu être énuméré par vous très très intéressant, mais n'oublions pas que vraiment on n'a pas... apprenons des autres, apprenons vraiment des autres et du rythme des autres, et que nous, on prend en considération que l'écologie est importante, et en effet, ça l'est outre mesure, et acceptons que d'autres sociétés ne soient pas encore à ce niveau de réflexion. Encourageons-les, pourquoi pas, mais leur imposons pas, faisons réfléchir, n'imposons pas d'idées. En tous les cas, chacun à votre manière et chacun à la nôtre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants ici. On peut faire des choses et continuons de le faire, mais sans l'imposer. Et si j'avais une question, ça serait enseignant, comment vraiment intervenir face à des personnes qui sont issues d'immigration, justement, vous en faisiez part. Comment les sensibiliser à ça alors que leur problème est autre, vraiment, quoi. L'écologie, on le sait tous ici, puisqu'on y est venu, est un sujet de maintenant et de demain, mais surtout de maintenant. Mais comment arriver à sensibiliser la jeunesse de maintenant sur ce sujet-là, ouais, ça c'est une vraie question. Moi, je vais citer encore un autre philosophe afro-brésilien qui s'appelle Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, qui va sortir aussi bientôt chez White Project. Il dit, pour résoudre les problèmes d'universel qui a été utilisé pour dominer, il faut penser la confluence. Moi et toi, on existe différemment, mais on s'y croise. On est un croisement, on est en confluence. Et donc, dans les cours aussi, on est en confluence. Et comme ça, deux rivières ne cessent pas d'exister parce que ce sont deux rivières, mais elles se croisent. Donc l'idée de confluence de Nego Bispo, pour moi, elle est très chère quand je suis avec les personnes que je donne des ateliers et des cours. Et merci pour ton commentaire, c'est super important. C'est super important. Merci à toi. Je rebondirai sur une phrase que tu disais tout à l'heure. Moi, chaque début de cours également, je commence par une idée un peu philosophique. Et celle qui me fait rebondir, c'est on n'a pas tous les mêmes racines, mais c'est ici que l'on fleurit. Voilà. Faisons-nous fleurir, même si on n'a pas tous les mêmes racines, en effet. Après, ça me donne envie d'insister quand même sur le fait que ce qu'on essayait, je crois, de dire depuis tout à l'heure, c'est que si on prend l'écologie comme un art de vivre en tant que société, en comprenant le lieu où on est et en favorisant la vie de ce milieu et la vie de cette société, en mêlant justice sociale et justice à l'égard du monde qui est autour de nous, c'est ça l'écologie. Et si on entend l'écologie dans ce sens, l'Occident est la pire. Il n'y a pas de société plus anti-écologique que l'Occident. Donc en fait, c'est pas seulement qu'on a à apprendre des autres, c'est que si on laisse l'Occident livré à lui-même, on va dans le mur. Donc on disait vraiment, je crois qu'on peut pas être plus d'accord que ce que vous dites. Je serais désolé qu'on se soit mal fait comprendre. Il y avait une autre question, je crois, à côté. Ah oui, ici, ouais, attendez, je vous amène le micro. Je vais essayer de faire court, mais je vais tenter de vous re-questionner par rapport au fait que vous entriez par la révolution écologique, donc l'écologie, le mouvement écologie politique, sur le fait d'enseigner dans les universités. Donc moi, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas prof, je suis ingénieure agronome. Donc mon beau-père était un universitaire, donc les ingénieurs, c'est pas bien, mais voilà. Je suis ingénieure agronome spécialisée
agronomie tropicale et régions chaudes. J'ai eu la chance de grandir en Afrique et en Asie. Je me suis formée au développement durable. En fait, c'est pas moi, c'est mes enseignants qui ont choisi cette entrée-là, en tout cas, pour mon métier. J'ai découvert finalement cette différence entre révolution et écologique, parce que je pensais faire de l'écologie, mais plutôt du côté scientifique, quand je verrai sur la transition agroécologique notamment. Et puis je me suis aperçue, parce que j'ai mis en place des formations sur la restauration des murs en pierre sèche, que c'était donc des ouvrages écologiques et que c'était classé au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Et dans un édito de ce patrimoine culturel et immatériel, il y a eu cette réflexion d'un chercheur probablement sur qu'est-ce que la révolution écologique, qu'est-ce que le développement durable, et donc où est-ce qu'on doit se positionner. Bon, je vais faire court. Wild Project m'a contacté parce que j'ai travaillé avec un paysan qui vient de sortir un livre chez vous, Jean-Noël Falcou, donc j'ai travaillé avec lui. Et donc on n'est pas si éloigné que ça quand on est dans le développement durable, dans la transition agroécologique, ou quand on est dans l'écologie et dans la révolution écologique. Et en fait, ma réflexion, c'est, j'ai des enfants qui ont fait des études. Je pense que j'apprécierais qu'au niveau de l'université, on leur enseigne les mouvements et tout ce qui se rapporte, ou en tout cas, alors, comme je suis dans la formation professionnelle, c'est vrai que vous disiez comment on peut enseigner, et Raïssa disait, je pars de ce que les gens sont, finalement, ce qu'on fait nous en milieu professionnel, on part de la pensée, la posture, les connaissances, le savoir, et puis on apporte des connaissances, parfois donc sur les savoir-faire, bon c'est un peu plus dirigé, mais on apporte des connaissances pour que les gens prennent et ont une autonomie d'action dans leur apprentissage. Et on co-construit maintenant beaucoup donc c'était juste une réflexion sur est-ce qu'on peut vous re-questionner sur le fait que sur ce que vous allez enseigner, vous pouvez mixer en donnant différentes approches et notamment celle quand même de l'écologie dans le développement durable. Oui, donc on ne voulait pas exclure les gens qui viennent d'un parcours développement durable, mais plutôt questionner effectivement l'hégémonie de ce terme aujourd'hui. Juste, je complète. Lorsque j'ai fait mes études en école d'ingénieur classique agronome à Dijon, on m'a enseigné Steiner, la biodynamie, on m'a enseigné le mode de production agriculture biologique, on m'a enseigné le conventionnel, on m'a enseigné l'agro-industrie, pas enseigné en termes de technique, mais en termes de mode et de pensée. Donc, oui, bien sûr, il y a déjà une certaine diversité dans l'enseignement en France et ailleurs, y compris dans les enseignements techniques. Mais comme je disais, on voulait plutôt pointer l'idée que le développement durable qui fait partie des mouvements écologiste, qui a ses origines dans les années 80, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est une approche qui ne questionne pas la croissance, par exemple, la croissance économique infinie, et qui a un discours hégémonique, en tout cas en France aujourd'hui, mais aussi dans mon pays d'origine, aux États-Unis. Et donc, on voudrait effectivement avoir une approche à l'écologie qui est plus diverse, qui prend en compte différentes approches, y compris des Suds. Et c'est ce qu'on a fait en publiant ce livre qui s'appelle Pleurivert, un dictionnaire du post-développement. Donc pour voir cette diversité d'approches et ces sociétés écologiques au pluriel qui adviennent déjà à différents endroits dans le monde, ça c'est un endroit où on peut commencer et qui fait partie justement de ce parcours qu'on développe avec l'AFD. Et on va dire que c'est on remercie nos invités, on remercie l'AFD, on remercie la Friche. Encore merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup.